Euh, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens d'abord à vous remercier, en tout cas d'avoir répondu de façon aussi nombreuse à notre invitation. Ce soir, je crois que nous sommes un peu plus de 130 personnes inscrites. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé, mais en tout cas, ils prendront le train en route et aussi une cinquantaine de personnes qui vont suivre nos débats et nos, par visio, ce qui est très bien. Merci encore une fois à l'École des Mines et à sa directrice, Madame Audrey Loridan-Baudrier, et à toute son équipe pour l'organisation et la mise en place des moyens techniques et logistiques qu'ils nous ont mis à notre disposition pour cette soirée et qu'elle puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on sollicite l'École des Mines. On l'avait fait d'ailleurs pour le lancement, me semble-t-il, du premier plan climat. Il y a déjà pas mal de temps, quelques années. Et en tout cas, je tiens encore une fois à les remercier chaleureusement de nous avoir prêté cet amphithéâtre. Avant de passer peut-être la parole à Marie-Claude, qui est la vice-présidente en charge effectivement du plan climat sur le PTR, et à Julien pour nous expliquer un peu le déroulement de cette soirée. Je voulais simplement vous dire que cette soirée s'inscrit dans un programme porté par les 5 intercommunalités constitutives du PETR, de la Bijoux et des Bastilles. Ce programme vise en tout cas à mobiliser et à sensibiliser les élus et les acteurs du territoire aux enjeux de la transition écologique. Il est soutenu par l'ADEME qui nous accompagne maintenant depuis de bien nombreuses années sur tous nos démarches et tous nos projets, et je tiens à les remercier. Je ne sais pas s'il y a un représentant de l'ADEME dans la salle. Non, je ne sais pas s'il devait venir. Non, pas vraiment. Bon. En tout cas, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Caron, maire de Los Angeles, et Julien Perdrija, je ne sais pas où il est. Il est là. Perdrija, directeur de la fabrique des transitions, pour nous faire part en tout cas de leur expérience en la matière. Un retour peut-être sur les 30 années de développement durable réalisé sur la commune de Los. Et je crois savoir que ta commune, Jean-François, a été identifié par l'ADEME comme le premier démonstrateur de la conduite du changement vers un territoire durable. Et tu nous expliqueras un peu ce que tu as fait et quels sont les piliers sur lesquels tu t'es reposé pour permettre en tout cas cette transition. Quelles actions tu as mis en place? Quelle est la méthode lousoise, s'il existe une méthode, et si celle-ci est reproductible? Et enfin, quels enseignements nous pouvons en tirer afin que les communes et les intercommunalités de notre pays réalisent également ces petits pas, ou pourquoi pas ces grands bonds, vers un développement plus respectueux de l'environnement, du climat, des femmes et des hommes qui y vivent en tout cas. Après cette intervention, après ton intervention, nous aurons le plaisir de poursuivre ces échanges dans des ateliers pour nous permettre de travailler concrètement. Et je crois que l'ensemble des membres des commissions du PETR ainsi que l'ensemble des acteurs élus et techniciens qui ont déjà participé dans un premier temps à l'établissement d'un diagnostic réalisé par la fabrique des transitions se réuniront sous la baguette de Christelle, que voici, qui est notre facilitatrice, baguette si je puis dire, quand même, c'est pas notre facilitatrice de travail collectif, que je remercie en tout cas pour son investissement à nos côtés. En tout cas, cette soirée est un moment important, je pense, pour notre PETR et pour nos communautés de communes, car votre mobilisation
Et le travail qui en suivra nous apportera une matière précieuse pour élaborer et rédiger notre projet de territoire, pour étudier aussi, en complément avec l'État, la région Occitanie et le département du Tarn, de nouvelles contractualisations qui intégreront pleinement ces enjeux de transition écologique. Je vous remercie encore une fois pour votre participation et pour le temps que vous consacrez à ce projet, à notre projet en fait, que vous soyez élus, acteurs, agents des collectivités ou simples habitants. La transition écologique est en tout cas l'affaire de tous. Voilà, j'en ai fini avec cette introduction avant de passer la parole à Jean-François. Je vous remercie de votre participation encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être Marie-Claude, si tu veux dire deux mots. Donc, bonsoir à tous, Marie-Claude Robert, je suis élue sur Mont-Redon la Bessonnier, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vice-présidente en charge de la transition énergétique au niveau du pôle de l'Albigeois et des Bastides. Donc merci à la Fabrique des Transitions de nous accompagner et de nous aider dans notre réflexion, qui n'est pas simplement une transition énergétique, mais comme on le dit bien, une transition écologique avec un E majuscule, qui, à mon sens, doit concerner un ensemble de domaines très vastes, pas pour le coup que l'énergie ou l'écologie, mais bien évidemment la société au sens large et notre monde rural, notre ruralité avec un R majuscule, cela va de soi. Elle doit concerner en toute transversalité tous les domaines, que ce soit les milieux professionnels qui font notre territoire, les habitants qui habitent, vivent et font que nos territoires ruraux soient vivants, les professionnels, les élus, les habitants, les jeunes et les moins jeunes, bien évidemment, de nos territoires. Donc, merci à tous d'être présents, de vous investir sur cette thématique et bonne découverte de ce qui est fait et a été fait à Los Angeles et bonne soirée de travail pour ceux qui vont continuer sur la session de travail en début de soirée. Merci à vous. Voilà, merci. Du coup, Jean-François, je te propose de venir. Alors, je vais juste opérer un petit, parce que le protocole doit être tenu avec rigueur. C'est vrai que, hop, voilà, ça c'est fait. Désolé. Je l'ai mis sur le micro, c'est important, mais en plus, mes mains sont désinfectées. Bon, voilà, vous l'avez compris, c'est vrai que cette soirée, elle se tient aussi parce qu'on sera tous vigilants. Voilà, c'est vrai que l'École des Mines nous a mis à disposition ce lieu magnifique pour tenir voilà, une conférence comme celle-ci, mais avec voilà, la rigueur qui s'impose pour respecter toutes ces petites règles sanitaires. Donc, Marie-Claude et Monsieur Sommen, enfin Marie-Claude et Didier ont évoqué effectivement le programme de la soirée. Donc, il y a une première partie qui est réservée à ce temps d'inspiration. N'hésitez pas à vous inspirer de ce qui a pu se faire sur Los Angeles, à poser des questions, à vous nourrir de cette expérience. Et il y aura un deuxième temps plus réservé donc à ceux qui travaillent aux côtés des élus, aux côtés du PETR sur ce projet de territoire et ces différentes contractualisations à venir et qui donc se déroulera dans une salle de l'École des Mines dont on vous indiquera voilà, en temps et en heure le parcours. Donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous saisir des micros qui vous seront mis, enfin pas qui vous seront mis à disposition, mais en tout cas de ceux qui vous permettront de vous exprimer sur les allées, puisqu'on voilà, on sera là pour recueillir vos questions et donc levez la main, faites-nous signe pour qu'on puisse effectivement venir vous apporter le micro pour que vous puissiez voilà, exprimer des choses auprès de Jean-François ou de Julien ou de quiconque. Voilà, bonne soirée, merci. Bonsoir. Alors, vous avez des très bons produits de terroir, mais je ne vais quand même pas déguster votre micro parce que je ne sais pas pourquoi vous l'avez pulsé, mais je ne vais pas le manger. Donc, je vais me tenir à distance. Et bon, pas de commentaires sur les règles sanitaires, c'est ce qu'on avait dit, Jean-François. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Enfin, c'est quand même un peu surréaliste, mais bon. Alors, quelques mots d'abord pour juste me présenter un tout petit peu plus de où je parle. Donc, moi, je suis originaire de la région Nord, on va en parler, bien sûr,
bassin minier. Donc, ça peut parler aux gens du Carmosin, peut-être un peu moins à ceux de la ruralité, mais en même temps, il y a une forme de similitude de proximité entre nos deux territoires sur les systèmes de valeurs, quoi. C'est en tout cas ce que j'ai pas mal ressenti dans les rencontres avec les uns les autres. Il y a des différences, mais il y a des choses qui sont proches. Donc, en fait, moi, j'ai démarré ma vie d'engagement par une action associative pour la défense des terrils, qui touchait la question d'image du territoire, qui touchait la question du retour de la nature, qui touchait la question de l'aménagement global suite à un modèle qui est la caractéristique du non durable. Hein, la mine, on va en parler, à grande échelle, ça impacte de manière très, très lourde. Et puis, donc j'ai été élu très tôt au conseil régional avec Marie-Christine Blandin, qui a été la première présidente écologiste. Voilà, donc j'étais dans son équipe. Et puis ensuite, j'ai mené un certain nombre de travaux sur un livre, notamment un livre blanc sur l'avenir du bassin minier. Je le dis parce que ça veut dire que très tôt, j'étais un peu plongé dans les questions de projet de territoire. Comment arriver à se mettre en perspective, avoir une vision, dégager une vision, progressivement déroulée. Ça a été mon premier exercice participatif. D'ailleurs, on était 1500 à produire ça. Et puis, plus tard, je suis devenu maire de Los Angeles et vice-président de région. Ce qui fait que j'ai pu bénéficier à la fois de l'hyper-local d'une commune et tout en touchant du doigt le meilleur de l'expertise des chercheurs français, des géographes, des développeurs, des sociologues. Voilà, je le dis parce qu'en fait, on fait des allers-retours entre du récit, du réel et un essai de conceptualiser, de travailler la méthode pour le coup de ce qu'on fait. Bon, ce qui n'est pas facile, hein, il y a une expression qui dit c'est difficile de se regarder pédaler. Oui, quand on est sur le vélo, on est sur le vélo. Bon, mais donc cet exercice est quand même intéressant de distanciation. Voilà. Et puis plus récemment, arrivé à la volonté de m'arrêter dans ma vie d'élu, je suis dans mon 4e mandat, donc c'est trop. Mais en même temps, comme ce qu'on produit à l'os présente une dimension expérimentale, c'est difficile aussi de lâcher la main tant que la transition n'est pas en cours, la transition politique. Donc je démissionnerai puisque je me suis présenté en duo avec la personne qui me remplacera et on est assez fiers de dire que le processus de désignation s'est fait par un processus d'intelligence collective, de détermination des qualités et de construction collective. Voilà. Alors, effectivement, la fabrique des transitions que j'ai créée il y a quelques années avec Julien, qui est ici présent, on a aussi je ne sais pas comment te qualifier, Nicolas, stagiaire, partenaire, voilà, complice. Nous développons, là aussi je le prendrai à la fin, mais nous développons cette idée que la transition partira des territoires. Ce qui ne veut pas dire que ça suffit, il y a des choses à bouger dans les niveaux au-dessus, mais que les territoires, c'est vraiment là que peuvent se déclencher des logiques d'engagement, de mise en mouvement d'acteurs. Et dans cette construction de la fabrique des transitions, il y a à la fois une communauté apprenante de plus de 300 organisations qui partagent leurs ressources et leurs expériences. Et puis, il y a de l'aide aux territoires, non pas comme des consultants, ce n'est pas notre job, mais pour aider les territoires à positionner leurs projets. Et voilà. Et donc, merci, Monsieur Sauven, président oui. Merci de nous avoir sollicités. Nous, c'est un plaisir d'avoir des territoires où on sent qu'il y a de l'envie. Il faut qu'il y ait du désir. Hein. S'il n'y a pas de désir, il n'y a rien qui se fait. Et donc, du coup, cet exercice qu'on entreprend ensemble est un peu innovant. On a porté un diagnostic qui nous a permis de dégager un certain nombre de recommandations, comme ça a été dit, qu'on va travailler tout à l'heure. Bon, ça c'est sur le cadre général. Alors, l'exercice là, pendant 1 heure, c'est de vous faire un récit de la transition telle qu'elle a pu être développée à Los Angeles. Ce que je vous propose, c'est que je ferai 4 arrêts pour vérifier auprès de vous s'il y a des questions de clarification qui méritent de préciser. Par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on garde le débat général
à la fin, parce qu'en fait, il y a des réponses qui sont à la fin du PowerPoint à des questions qui pourraient être posées plus tôt. Alors, le bassin minier en quelques mots, je pense que de tous les modèles économiques, c'est probablement le modèle de la mine et celui de Los Angeles, puisqu'il y a 9 mines, hein, Los Angeles, 7 terris, dont les plus hauts terris d'Europe, que vous avez vu tout à l'heure. Ce territoire minier, il était vraiment omniprésent et conditionnant tout le territoire, encore plus que chez vous, plus qu'à Carmaux et dans le Carmosin. Pourquoi? Parce que c'est 1 200 000 habitants, hein, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est sur 2 départements, ça concerne 160 communes, qu'en plus de ça, il y avait des stratégies des houillères d'évacuer les industries pour garder la main sur le personnel. Ça a été très bien décrit, hein, par les sociologues, une posture d'encadrement des masses qui faisait que les mineurs avaient certes le logement gratuit, mais en même temps, si leur jardin n'était pas entretenu, ils avaient des pénalités sur salaire. Moi, quand j'étais petit, j'allais chercher le sucre pour ma grand-mère ou le café à la CCPM. Je ne sais pas si à Carmaux, vous aviez ça aussi, probablement que oui, hein, la coopérative. Et on déduisait de la paye. Ce qui veut dire que le contrôle était total et que effectivement, il y a eu des avancées dans ce modèle-là. Il y a eu de la richesse créée, c'est incontestable. Le problème, c'est qu'elle est partie. Moi, quand j'arrive en tant que maire, il n'y a plus que les séquelles à traiter, quoi. Voilà. Et donc, je pose des questions sur le modèle du point de vue économique et capitalistique, puisque la mine, c'est probablement l'activité la plus capitalistique qui puisse exister. Il faut mettre beaucoup d'argent avant de pouvoir sortir une tonne de charbon. Alors, comme je vous l'ai mis là sur l'écran, nous avons donc été dans une crise systémique, c'est-à-dire totale. Cette crise, elle est économique, 220 000 emplois de mineurs perdus. Cette crise, elle est sociale, au sens où on a, hormis les familles où il y avait des mineurs silicosés qui, attribués par leur mécanisme de pension, qui arrivent à faire vivre une famille. Pour autant, aujourd'hui, on est dans des taux de chômage considérables, on est dans des taux de pauvreté considérables, et avec en plus une population qui n'a pas été structurée, enfin structurée, c'est pas le bon terme, pardon, qui n'a pas été conditionnée, formée à l'initiative, à l'innovation. Ce qu'on nous demandait, c'était d'avoir des bras et d'être au fond, et voilà. Sors du charbon et tais-toi, et tout le système était organisé comme ça. On a évidemment une crise environnementale majeure. Par exemple, Los Angeles, dans ma commune, le sol a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Donc, les étages d'exploitation du charbon, c'est de moins 200 à moins 1000. Alors, en dessous de 2000, on arrête parce qu'il fait trop chaud, donc les hommes n'arrivent plus à travailler. Et donc, du coup, ça veut dire que nos habitats sont fracturés. Ça veut dire que la circulation des eaux s'inverse. Et à Los, par exemple, on a eu des inversions complètes enfin, pas de rivières, on n'en était pas à ce stade-là, mais en tout cas des flux d'eau. Les points bas, puisqu'il y a des élus ici, hein, les points bas n'arrêtent pas de bouger dans la ville, ce qui fait que ça génère des surcoûts considérables, rien que pour se remettre à l'état normal. Je ne vous parle pas de la pollution d'eau. Quand je suis arrivé, quand j'étais maire, au début, 99 mg de nitrate dans l'eau. La norme est à 50, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on était quasi à 2 fois la norme. Et que d'ailleurs, à 100 mg, en théorie, le préfet doit interdire la distribution d'eau. Or, il y avait l'hôpital de Lens, 1400 lits, qui était sur le forage de ma commune, et le préfet, il a demandé à ses services, ne le racontez pas, parce qu'il s'est mis… bon, d'ailleurs, je ne vous dirai pas à quelle époque, ni quel était son nom, parce que ça pourrait le mettre en difficulté, mais je le sais parce que j'avais un ami qui travaillait à la DRAS, et on a dit, arrêtez les mesures, on va imposer des unités de dénitratation venues de toute la France, parce que moi, si j'ai une eau à 100 mg, comment je fais pour couper l'eau à un hôpital? Bon, ça, c'est l'héritage que moi, j'ai eu à gérer en tant que maire, enfin, la population, mais en tout cas, moi, en tant que maire. Le plus gênant, ce n'est pas ça. Le plus gênant, non, ah oui, pardon, oui, il va falloir que je compose avec ça. Le plus gênant, c'est que alors d'ailleurs, une maison, ce n'est pas un problème, hein, qui descend de 15 mètres, comme on le voit à l'écran, puisqu'elle descend comme ça, elle se fracture pas. Ce qui était embêtant, c'était les barres de coron, puisque elles se cassaient. Et puis, je ne vous parle pas des grands équipements publics, etc. Alors, ce qui est plus embêtant, c'est ce qui est écrit là sous le terme sociétal. Cet encadrement des houillères qui,
je dois le dire, c'est désagréable, mais c'est la vérité de ce que j'ai vécu dans mon territoire, hein, a été en partie reproduit par certains partis politiques, était une forme d'encadrement total des masses. Alors, du point de vue politique, c'était avec une dimension positive. C'est en gros, on s'organise, on monte les syndicats, on défend les intérêts de la classe ouvrière et quand il faut aller à Paris, on y va et on a 200 bus. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait masse. Donc, ça compte dans le combat. Et il y a énormément de combats politiques qui ont été gagnés. Sauf que quand la mine s'est arrêtée et que le pouvoir politique commence à perdre un peu cette capacité d'influence, comme je dis souvent, quand le politique disait « tu votes pour moi » ou « tu prends ta carte et je t'assure le logement et la nourriture », enfin, ça marche tant qu'on nourrit les gens. Le jour où on ne peut plus le faire, ben, les gens mordent la main qui les nourrissait et qu'est-ce qu'ils votent? Front National. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui un énorme problème du fait que les votes extrêmes d'extrême droite sont les plus importants de toute la France, puisque 5 députés sur les 8 viennent de notre territoire. Et ça, c'est un siècle et demi, hein, c'est 2 siècles d'un conditionnement qui a été très bien décrit en Angleterre, hein, notamment par les premiers sociologues. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a un énorme problème qui découle de ça. C'est un problème de capacité d'initiative des acteurs, puisqu'ils étaient conditionnés, et donc c'est difficile, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et on a un énorme problème de... Je sens que je vais rire souvent. Voilà. Et on a un énorme problème d'estime de soi. C'est-à-dire que, alors, vous avez peut-être ça, vous, je ne sais pas, je ne l'ai pas trop ressenti. Mais chez nous, on s'excuse d'exister. Quand une caméra vient dans mon territoire, elle va filmer un enfant dont le nez coule jusque-là, un carreau cassé, un terri, et puis ils arrivent à faire parler des gens, on se demande où ils les trouvent, quoi. Ils les sous-titrent, comme si on venait de, je sais pas, de Thaïlande, du Cameroun. Ah bah ouais, chez Louisette, mais j'aime bien le Racing Club de Lens, j'aime bien Lens, j'aime bien. Bon, voilà. Et en dessous, c'est marqué, moi, je m'appelle Louisette, voilà. Et c'est ça que les journalistes vous renvoient comme la reproduction du cliché. Et d'ailleurs, sur le terri, et c'est notamment pour ça que moi, je me suis engagé sur la défense des terris, parce que je trouvais ça incroyable. Des montagnes faites à main d'homme et on leur crache dessus. Les pyramides d'Égypte, on trouve ça merveilleux. Et le travail de l'homme dans les mines, on crache dessus. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené plus tard à porter le dossier d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pour ça que ce matin, j'étais à Albi, enfin à 3 km d'ici. C'est peut-être Albi ici, d'ailleurs. Ah bon, bah alors... Okay, dans le centre, et là, je suis dans la banlieue, hein, on va dire. Voilà. Donc, cette question-là, elle est très importante parce qu'elle touche à l'estime de soi. Or, quand vous êtes face à une déflagration comme l'arrêt d'une activité, eh bien, on a besoin de trouver des ressources internes pour se remettre en créativité, se remettre en capacité d'entreprendre. Et c'est notamment pour cette raison qu'on a énormément privilégié l'implication habitante, l'implication des acteurs comme étant le ressort numéro 1 de la capacité de produire du projet. Alors, pour terminer sur ce premier sujet, et puis vérifier auprès de vous s'il y a des questions de clarification, de précision, ce qui a été notre... Alors, Emmanuel Macron est venu à Los. Alors, avant, Mitterrand allait à Solutry. Vous avez suivi ça, je pense, un certain nombre d'entre vous, enfin, ceux qui ont plus d'un certain nombre d'années. Et maintenant, je me fais une petite gloriole. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais les présidents de la République veulent grimper en haut du terri. Et le dernier, c'est Macron. Donc Macron, il est venu, donc je l'ai accueilli sur le terri, et j'ai dit, Monsieur le Président, bienvenue, Julien, tu étais là hein, avec moi et mon équipe. Et je lui ai dit, donc, bienvenue à Los Angeles. Il m'a dit, bonjour Monsieur le maire, merci de m'accueillir. Je dis, vous êtes dans la merde. C'était dans le moment des Gilets jaunes. Donc, ça a fait un petit truc comme ça, un petit peu particulier. Je dis, bah nous, ça fait 30 ans. Puisque la crise, ça a daté en gros des années 80, 85. À Los Angeles, ça a fermé en 86, les mines. Hein. Bon. Donc, je lui ai dit, bienvenue au club. Donc, en même temps, il se marrait, il se demandait où il était tombé. Mais bon, c'est un bon public, hein, il est facile, il est communicant, hein, ça va, et puis il est sympa. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un retour d'expérience sur 30 ans après une plongée dans la transition? Parce que c'est juste ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'échelle globale, du monde, de la France, de tous les territoires. La transition énergétique qui déstabilise nos modèles économiques.
Bien évidemment que je suis intéressé, c'est pour ça que je suis venu ici. Et donc, on a tout axé sur 30 ans après, et finalement, qu'est-ce que ça peut donner? Comment on peut traiter cette question de la transition et quelles leçons on en sort en termes de résilience du territoire? Conclusion, nous avons à Los Angeles 30 ans d'avance. Voilà. Sur le reste de la société qui découvre qu'il va falloir changer. Parce qu'il va falloir changer, bien sûr. J'étais dans une discussion hier soir au restaurant avec un certain nombre de collègues et qui m'expliquaient que ben oui, mais alors ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Enfin, il faut tout changer, mais en même temps, il faut rien changer, quoi. C'est bien la situation dans laquelle nous sommes. Bon, et donc du coup, ce qui est intéressant dans la résilience, capacité à rebondir après un choc, hein, la définition résilience en termes d'aménagement du territoire, c'est intéressant de regarder quels ont été ces ressorts. Alors, je ne dis pas qu'on a réglé tous nos problèmes, on y reviendra après, mais en tout cas, on a repris prise. Et finalement, cette histoire de la transformation des bassins miniers, elle a une portée plus large que simplement le traitement de la ville de Los Angeles. Voilà. Je vais peut-être, dans l'esprit de ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, est-ce que par rapport à ce moment pour poser le sujet, est-ce que vous avez des questions de précision, de clarification? Alors, juste avant de rentrer dans cette question, j'ai complètement oublié de présenter Sylvain Pongy, qui est notre illustrateur de ce soir. Donc, je suis vraiment désolé, excuse-moi Sylvain. Voilà, mais donc c'est lui qui va animer. Et pour ceux qui étaient venus à la conférence avec M. Parmentier, il était déjà là. Et voilà, donc c'est lui qui animera donc ces soirées. Donc, s'il y a des personnes qui veulent entamer une première discussion, effectivement, et avoir des précisions. Alors, Michel, on va venir avec un micro. Hop. Alors. Sachant que dans ce premier temps, mes réponses seront courtes parce que le but, c'est d'aller au bout pour avoir les questions de fond, mais en même temps, c'est une façon de rythmer aussi le débat. Hein. Par contre, il faut y laisser masque, désolé. Lorsque la mine a fermé, en fait, est-ce que la démographie de Los Angeles a évolué énormément depuis cet instant-là? Oui, alors on était au sommet de la mine à 7500 habitants et on a baissé progressivement jusqu'à 6600 à peu près. Et là, ça remonte un peu. Après, moi, je ne suis pas du tout dans une stratégie de volonté de monter coûte que coûte. Bon, la ville de Los est maintenant attractive, très attractive même, on le verra. Il y a encore pas mal de fonciers. Si on était dans une logique de gaspillage de l'espace agricole, on doublerait la taille de la commune. Par contre, les communes autour sont en chute libre. Et le problème qu'on a, ce n'est pas des gens du Tarn qui viennent habiter chez nous. On aimerait bien, mais ils ne viennent pas. C'est les gens des communes à côté. Alors, en fait, on a les bobos du territoire. C'est-à-dire, parce que souvent les gens disent, ouais, mais des trucs comme ça, c'est des trucs écolos, c'est des trucs de bobos, quoi. Bon, moi, je dis toujours, si je pouvais avoir un ou deux bobos à Los Angeles, ce serait super, quoi. Hein, bon, donc en fait, on voit par exemple les instituteurs, enfin les profs des écoles, des catégories de ce type qui du coup ont envie de venir à Los pour son art de vivre. Mais ce n'est pas de nature à compenser la perte. Donc, il y a eu des gens qui sont partis dans la sidérurgie, puis il y en a qui sont partis tout court, il y en a qui sont sûrement venus dans le Tarn. Hein. D'ailleurs, à chaque fois que je fais une rencontre, il y a un qui vient me voir à la fin, puis qui me dit bah, moi, je suis de Berlin, moi, je suis de là, moi, je suis de là. Donc, je l'embrasse. On parle du pays. Voilà. Bon, je vous propose de continuer sur le deuxième temps, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, effectivement, la question qui se pose, c'est rebondir ou périr. Alors, je ne sais pas s'il y a des ornithologues dans la salle. Il y a un petit oiseau là qui est un traquet moteux. Le traquet moteux, c'est une espèce de la pelouse alpine et qui traversant la France pour rejoindre la Scandinavie, parce qu'il niche dans les montagnes en Scandinavie, s'est arrêté niché sur nos terris. Et donc, moi, comme je suis ornithologue, j'ai fait plusieurs publications sur cet oiseau. Si je l'ai mis, c'est parce que, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un TEDx. TEDx, c'est des conférences. Vous tapez Jean-François Caron YouTube et puis vous trouverez ça. C'est une vingtaine de minutes où je raconte ça. Cet oiseau est très intéressant parce que le TEDx s'appelle « Changer de lunettes pour changer de regard ». Bon, c'est banal. Mais ça veut dire que quand j'ai découvert une espèce rare sur mon terri, eh bien, ça m'a fait complètement changer mon propre regard sur mon territoire.
Parce que jusque-là, j'étais comme les autres à m'excuser d'exister, quoi, de venir du territoire minier. Et en fait, de découvrir ça, bon, j'ai créé une association de naturalistes, puis la chaîne des terris, et voilà. Donc, ce petit oiseau, pour moi, ça a été le moment dans ma tête, je change de regard, donc je me positionne autrement, et on verra que c'est un des enjeux majeurs de la question de la transition. Alors, effectivement, rebondir ou périr, et quelle stratégie mettre en œuvre? Alors, j'ai deux images conceptuelles. Celle-là, c'est la première. Je la décris rapidement, mais parce que c'est un peu le fruit de ce qu'on a vécu et à l'os et de ce qui peut être visible aujourd'hui. Vous avez, alors je ne sais pas si ma souris, non, elle ne va pas à l'écran. Donc, vous avez l'ancien modèle de développement qui est mort. Mon affirmation, c'est que ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Pourquoi il est mort? Parce qu'il est basé sur un accès aux ressources à l'infini, si la planète était infinie. Or, elle n'est pas infinie, par définition. La Terre est certes ronde. Je dis ça parce que tout à l'heure, j'ai vu la Mapimondo où on a encore une carte de la Terre plate. C'était un élément vraiment intéressant à regarder, ce plan patrimonial. Et les ressources ne sont pas infinies parce que la planète n'est pas indéfinie. Et on a les premières ressources qui sont disparues. Le cobalt, par exemple, n'est plus accessible. Et les énergies fossiles diminuent, mais il y a énormément de ressources qui, après 3 siècles d'industrialisation et de consommation de minerais, de matériaux, de tout ce qu'on peut imaginer, on arrive donc à une première limite. Les ressources ne sont pas infinies. Très important, même s'il reste de l'énergie fossile, même s'il reste tel et tel type de ressources, le problème, avant d'être environnemental, il est social. Si vous gagnez 10 000 € ou 5 000 € par mois, vous n'en avez rien à fiche si l'essence coûte 1 € de plus. Si vous êtes au SMIC, ça change complètement votre vie. Vous ne pouvez plus aller travailler à 30 km et que vous qui êtes dans le secteur rural, vous avez une dépendance à la question de la voiture, par exemple. Eh bien, on voit bien qu'une limite d'accès aux ressources génère d'abord des problèmes sociaux et des problèmes profonds d'inégalité. Donc ça, c'est un vrai problème. Et deuxièmement, tous les impacts de nos activités font que là aussi, c'est insupportable pour la planète. Donc bien sûr, c'est le carbone dans l'atmosphère, d'où le dérèglement climatique avec toute une série de conséquences. Je ne vais pas traiter ça là, mais on voit bien que c'est à la fois des conséquences globales, mondiales, mais aussi des conséquences locales. Quand j'ai fait le diagnostic, quand l'un des éleveurs me dit le 17 juillet de mémoire, j'étais obligé de descendre mes bêtes de les rentrer parce qu'il n'y a plus d'herbe et que tout est grillé et que maintenant on a, vous m'avez dit, hein, une saison des pluies et une saison sèche, en tout cas c'est ce qui est en train d'arriver, eh ben, c'est juste une manifestation concrète du dérèglement climatique dans le Tarn. Quand je suis avec le président du Puy-de-Dôme, puisque j'ai accompagné son plan sur la transition, il me dit, président canal historique, ça fait 30 ans qu'il est là, enfin, c'est pas un écolo barbu, chevelu, qui fume la moquette et qui a du persil dans les oreilles. Hein. Il y a une cravate, enfin voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, dans le temps, les animaux, on les rentrait pour l'hiver parce qu'il y avait de la neige et on les mettait l'été dans les alpages. Enfin, aujourd'hui, c'est l'inverse. L'hiver, elles peuvent aller dans les prairies, dans les monts d'Auvergne, et par contre, l'été, on est obligé de les rentrer. Donc ça, je ne l'invente pas. Donc ça veut dire dérèglement climatique. C'est 2 exemples, j'arrête là, mais il y en a 50 000. Mais il n'y a pas que ça. On a les plastiques dans les océans, l'effondrement de la biodiversité, mais un effondrement sans précédent. Il y a déjà eu des extinctions, mais pas aussi brutales et pas aussi conséquentes. Bref, ce modèle de consommation à l'infini et de gaspillage à l'infini et d'irresponsabilité collective, hein, c'est la fin. Alors, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on en discute. Mais depuis que je dis ça, ça fait quand même quelques années, il y en a jamais. Pourtant, il y a des énarques souvent dans mes conférences, des polytechniciens, ils ne mouftent pas. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce modèle-là, c'est terminé. Donc, le problème que nous avons, c'est on est dans l'attente de l'émergence d'un autre modèle, plus résilient, etc., etc. Et le problème que nous avons, mais là, il faudrait peut-être
c'est embêtant qu'il y ait cette image-là. Voilà. Le problème que nous avons collectivement, c'est que le nouveau modèle n'est pas encore apparu. Et donc ça, c'est une énorme difficulté, parce que comment se mettre en chemin si on ne sait pas vers quoi aller? Donc on a des signaux faibles. On voit bien que le renouvelable devient stratégique par rapport aux matériaux fossiles qu'on ne pourra pas renouveler. Donc c'est vrai des énergies, c'est vrai dans le bâtiment, aujourd'hui, on a de plus en plus de matériaux renouvelables, par exemple. Donc il y a des signaux faibles. Mais ce qui nous manque à cet endroit-là, c'est qu'on n'a pas encore un nouvel imaginaire du modèle vers lequel on va. Et d'ailleurs, c'est souvent pour cette raison qu'on invite la ville de Los Angeles. Parce que même si ce n'est pas merveilleux, il n'empêche que 30 ans, il y a des résultats, il y a un petit bout de nouvel imaginaire, comme il y en a d'autres ailleurs, hein, à Totnes en Angleterre, il y a des endroits où s'inventent des choses. Donc, premier sujet, et je le dis parce que j'étais assez choqué, même si on peut en discuter, j'étais assez choqué des réactions sur la maire de Poitiers qui dit il faut travailler la question des imaginaires, tout ça, parce qu'il y a eu 4 000 € de moins sur un aéroclub. Bon, voilà. Il ne faut pas juger la mesure, mais elle pose cette question-là. Moi, je la pose aussi. C'est quoi le nouvel imaginaire du modèle de demain? C'est compliqué et on ne le voit pas. Admettons qu'il apparaisse. On a un deuxième problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on sait vers où il faut aller qu'on va y aller. Ici, il y a des gens qui ont envie d'arrêter de fumer, de boire. Alors souvent, je dis de manger du chocolat, comme ça, il y en a à peu près pour tout le monde. Et on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'on a affronté un deuxième problème, la conduite de changement. Et la conduite de changement, eh bien oui, c'est se mettre en chemin avec un horizon qui n'est pas clairement défini, et en même temps, il faut bien commencer à poser des réponses. Donc la transition, j'insiste là-dessus, parce que pour le coup, c'est un fondamental de la fabrique des transitions, et je suis ici pour aussi un peu bousculer les représentations et en discuter. C'est à la fois une affaire de changement d'imaginaire, une affaire de conduite de changement, ce n'est donc pas une question technologique, ce n'est pas une question d'ajustement technologique. On a besoin des changements technologiques, le solaire, c'est mieux que le charbon, même si toute ma famille vient du charbon. Et on peut dire plein de choses sur les technologies. Elles sont utiles, je ne dis pas le contraire. Mais le problème n'est pas là. Alors, c'est douloureux quand on dit ça, parce qu'on aimerait tellement bien ne rien changer, avoir juste des technologies qui changent. Pour toutes les raisons que j'ai dit, je ne pense pas que ce soit crédible une seconde. Et donc, la question de la conduite du changement, c'est difficile, c'est des renoncements. Il y a plein de résistances au changement. Perte de position dominante. Perte de mes savoir-faire. J'ai toujours travaillé dans les raffineries de pétrole. S'il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce que je deviens? Et je comprends, moi, les gens qui ont la tripe, qui ont des familles et qui disent « mais qu'est-ce que je deviens ?» Il y a plein de raisons. Je ne vais pas le développer, je n'ai pas le temps. Alors, c'est pour ça que, par rapport à ces deux questions-là, qui sont stratégiques, on voit bien que le global est bloqué. Que vous pouvez mettre qui vous voulez en président de la République, ça bloque. Alors que, et c'est les fondamentaux de la fabrique des transitions, et c'est pour ça qu'on est là, nous pensons que les territoires sont l'espace pour mettre en mouvement et se déclencher. Alors, on pourra en parler si vous voulez tout à l'heure, mais le territoire facilite l'engagement des acteurs. La preuve, vous êtes là, ce n'est pas sûr que vous seriez allé à Paris pour une grande discussion générale sur le changement du monde. La proximité, le fait que c'est ses enfants, son stade de foot, que sais-je, génère de l'engagement. Le territoire est intéressant parce qu'il permet d'attraper la question systémique et globale. Et on ne le traite pas par tranche et par bout. Le territoire est intéressant parce qu'il montre des signaux de la transition en mouvement. Il commence à montrer un petit bout des petits signaux. Bref, nous pensons que le territoire est vraiment la bonne porte d'entrée pour engager une transition et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on est content de voir que vous êtes nombreux. Alors, le processus de résilience maintenant, j'évacue les questions grandes théoriques pour revenir sur Los Angeles. Comment ça a démarré? Ça a démarré par d'abord un travail culturel sur qui on est. En fait, on ne savait pas où on allait aller. Pour le coup, on n'avait pas de nouvel imaginaire. Parce que comme en plus c'est à grande échelle, à part aller vivre ailleurs, c'était difficile. Et donc, du coup, on a d'abord travaillé sur de quel héritage on a, quoi. Quel héritage de valeur, quel héritage de force, qu'est-ce qui nous fonde? Alors, on vient de la mine, donc c'était le courage, la solidarité, le sens de la fête, et on a commencé à travailler là-dessus, avec déjà cette idée que si on se reniait, on n'arriverait pas à se reconstruire,
qu'il fallait partir de nous-mêmes, de notre fibre personnelle. Donc, alors, tout le monde n'a pas fait ça, hein. Dans la ville de Lens, juste à côté de chez moi, on a supprimé tous les signaux miniers. Il a fallu tout raser, tabula rasa. À Los Angeles, c'est l'inverse. On a préservé nos terris et notre chevalement en disant c'est nous. Donc, ça fait partie de notre héritage. On va bouger, mais ça nous constitue. Et ce changement de pied, d'ailleurs, c'est savoureux parce que, Julien pourrait le dire, aujourd'hui, les élus du territoire disent « Ouais, mais toi, Jean-François, c'est facile. Tu as le 11-19, fausse 11, fausse 19, donc ça fait un nom très poétique, 11-19. C'est comme ça qu'on appelle. Bon, eh bien, tu as le 11-19, tu as les terris. Mais nous, on s'est battus comme des chiens parce que les Ouïrs venaient le raser, ils nous envoyaient la police. Je ne sais pas si vous avez vu ces films anglais qui racontent l'histoire des ouvriers qui reprennent ce qui les constitue culturellement. Ben, nous, on a fait ça. On a fait des sons et lumières dans la fosse. Les mineurs ont raconté leur métier, raconté leur transformation. On a on a recueilli les témoignages parce qu'au fond de la mine, il y a au moins 30 métiers différents. On dit mineurs, mais non, il y a plein de métiers différents. On a travaillé ça, notre mémoire collective. Et puis, effectivement, en 1995, ça a été la révision du plan d'occupation des sols. Et donc là, moi, j'ai tout bloqué, j'avais en charge l'urbanisme parce qu'il y avait soi-disant 30 points techniques. Le premier point, il ne faisait que lever des questions, je n'ai pas le temps de vous détailler, mais en gros, on bouleversait toute la ville, on se collait à la ville de Lens, on étalait, parce qu'il y a des tuyaux qui passaient, alors tu comprends Jean-François, là quand même, la durabilité, c'est de rentabiliser le tuyau qui passe. Je dis, alors du coup, on va mettre des maisons à 2 km du centre, du coup, les gens sont obligés de prendre leur bagnole, du coup, on multiplie les réseaux, on multiplie l'éclairage. C'est quoi cette politique de gribouille? Donc, on a arrêté tout. Et on a commencé à engager un travail sur notre projet de ville. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre ville? Quel diagnostic on peut en faire? On a fait venir des experts paysagers, environnementaux, experts économiques, diagnostic social des quartiers, écoute des jeunes, écoute des agriculteurs, écoute des commerçants. Bref, ça nous a pris 1 an et demi. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur la participation habitante. Et c'est un peu ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'on a fait le bilan de tout ce dont on était fier, de ce qu'on avait comme force, en gros, consultant dirait force-faiblesse du territoire. Et puis, ça a fait émerger un certain nombre de problèmes qui ont donné lieu à des expérimentations. L'eau était tellement pourrie qu'on s'est dit collectivement, on va récupérer toutes les eaux de pluie, faciliter l'infiltration partout où c'est possible, arrêter de surcharger les stations d'épuration d'eau de pluie alors qu'elles ne sont pas faites pour ça. Et on a désimperméabilisé et ça fait maintenant 15 ans qu'à Los Angeles, on ne consomme plus d'eau potable pour les usages de la ville. On arrose les fleurs, on nettoie les routes avec de l'eau de pluie. On arrose le terrain de foot avec de l'eau de pluie. Et alors, dans la catégorie changement d'imaginaire et conduite de changement, moi, j'étais inquiet parce que j'avais dépensé de l'argent pour faire des cuves. Alors, les gens de mon équipe, j'ai dit, enfin, il suffit de prendre le robinet. Bon, alors j'étais un petit peu comme ça. Donc, je vais au stade de foot parce que vous savez qu'une élection se gagne à la buvette du stade de foot. Bon, donc j'avais quand même envie d'être réélu. Et donc, je vais à la buvette. Et là, j'explique mon truc, et puis je vois quelques copains un peu chargés, hein. Bon, ça arrive, et ils me disent, mais pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Et là, pour moi, ça a été une révélation de me dire, je me fais une image de ce que les gens pensent, et en fait, quand je leur explique qu'on met une cuve pour arroser le terrain de foot avec de l'eau de pluie, c'est juste du bon sens. D'ailleurs, les gens de l'autre, en l'immense majorité, vous allez leur demander, ils ne vont pas vous dire oui, non, nous pratiquons la résilience avec implication habitante. Hein. Pas comme ça qu'ils parlent. Hein. Je mets ce qu'il fait, c'est du bon sens. Hein. Il récupère les eaux, il isole les logements, il remet de la nature, il met des fruitiers en accès libre, du bon sens. Donc, ce travail-là a permis de déclencher plein d'expérimentations. Je vous ai parlé de l'eau. Par exemple, on a généralisé l'éco-construction dans l'habitat. Pourquoi? Parce qu'on avait le charbon gratuit. Donc, c'est une image que je prends souvent. Je l'ai déjà dit devant le bureau, hein, mais vous savez comment ça marche dans une maison des mines quand il fait froid. Si vous êtes à côté du poêle à charbon, vous êtes en slip parce qu'il fait 30 degrés à côté du poêle. Parce qu'à l'autre bout, sous la porte, je donne toujours cette image, vraiment en vrai, hein, chez mon grand-père, les souris, elles passaient à toute allure sans toucher la porte, parce qu'avec les affaissements miniers, d'un côté, la porte, elle frottait, donc il fallait donner un coup d'épaule, et de l'autre, il y avait un jour comme ça, quoi. Et donc, effectivement, l'isolation thermique inexistante, mais on s'en foutait, on avait le charbon gratuit. Ce n'était pas un problème.
Donc, on est en slip quand on est à côté du poêle. Quand on est au milieu de la pièce, on est habillé normalement. Et si on est près de la porte, on a un manteau. Voilà, c'est comme ça que ça se passait dans certaines de nos maisons, enfin les plus abîmées. Bon. Donc, on a mis la question de la rénovation thermique comme absolument indispensable. Depuis 1997, je disais tout à l'heure, journaliste qui m'interviewait, les premiers appels d'offres qu'on a fait sur la haute qualité environnementale dans l'habitat, infructueux. Pas une seule entreprise répondait. C'était les prémices, ceux qui ont connu un peu le HQE, les 14 cibles, de la construction, etc. Bon. Et puis, maintenant, ça fait quand même un paquet d'années. Aujourd'hui, on a plus de 10% de la population qui ne paye plus de chauffage, ou quasi. Pourquoi? Parce qu'on fait des logements BBC, maintenant on a une technologie, on a les bailleurs sociaux quand ils arrivent à l'os, bah oui, il faut faire ça, on sait, hein. En gros, on sait qu'on ne va pas pouvoir mettre de chauffage électrique et on sait qu'il va falloir faire des bâtiments qui sont autonomes, étanches, etc. Donc, l'éco-construction, c'était extrêmement intéressant parce que ça voulait dire les gens, ceux qui sont au chauffage électrique, ils payent 2 000 € de chauffage. Ceux qui sont dans ces logements-là, ils payent 150 €. J'ai les factures, hein, puisque j'ai demandé les factures aux gens. Quand Canal+ vient, je leur montre la facture. Ah, OK, c'est une preuve que les gens ne payent pas de chauffage. Et donc, quand les gens se voient à la sortie de l'école, les journalistes disent, bah, en fait, il n'y a pas besoin de faire un grand baratin hein, sur le développement durable. Les gens, sur la sortie de l'école, il y a ceux qui font 1 850 € d'économie, ça doit être ça. Ils participent à l'effort sur les questions environnementales. Ils le disent. Ah, nous, on n'envoie pas de carbone dans l'atmosphère, et ça crée de l'emploi, parce que la rénovation thermique ou ce type de construction crée massivement d'emplois, surtout la rénovation. En gros, au lieu de filer le fric pour du fuel qui vient du pétrole des émirs du Qatar qui nous rachète le Paris Saint-Germain, enfin après c'est le Paris Saint-Germain, donc on s'en fout, mais quand même, est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre l'argent dans la rénovation des maisons? Et évidemment, tout le monde dit, bah oui. Je dis tout ça parce que comme moi, j'étais relativement marginal, c'est par des actions de ce type que les gens sont rentrés dans la transition. Ça parlait à leur portefeuille, ça parlait à leur conscience environnementale, et finalement, ils voyaient que ça créait de l'emploi. Donc, qui a envie d'aller contre ça? Alors, je ne vous dis pas que ça a été simple. Hein. Il a fallu batailler avec les bailleurs, avec les architectes, j'ai plein d'histoires à raconter. Mais aujourd'hui, tout ça a évolué. Donc, on a généralisé 15 km de travers, je reviendrai sur les résultats. Et puis, à un moment donné, ces actions-là ont commencé à développer de l'expertise, de l'excellence, et ça a commencé à développer des filières économiques. On est devenu la référence du bâtiment durable sur les Hauts-de-France et même au niveau national. On a développé un pôle de compétitivité sur les matériaux renouvelables, hein, les matériaux biosourcés, ou les matériaux issus de l'économie circulaire. Bref, la fondation d'Auteuil est venue s'installer, donc c'est ce qu'on met là avec toujours les habitants acteurs, hein, parce que tout est en co-construction à Los Angeles. Et à un moment donné, l'ADEME nous a mis démonstrateur national, l'inscription UNESCO, implication habitante. Et à partir de ce moment-là, j'ai presque envie de dire, on n'a plus rien à faire. Ça roule tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une implication, les gens ont des idées, on a des acteurs associatifs qui portent. Par exemple, on a un développement incroyable des jardins, alors soit jardins partagés, jardins d'association, jardins d'insertion. 40% de l'agriculture a basculé en bio et en local, alors qu'on est dans de l'intensif. Je ne vous dis pas, c'est vraiment la grande culture. Hein, quand je vois votre territoire rural, c'est pas du tout pareil. Voilà. Donc, est-ce qu'à ce stade, il y a également des questionnements de précision, clarification? J'en vois pas. Donc, je continue pour expliciter un petit peu plus les résultats, mais je vais gagner du temps parce que j'en ai déjà dit un certain nombre. Pourquoi j'ai mis cette image large? C'est parce qu'en fait, ce que j'essaye de vous partager, c'est que ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de transition si elle n'est pas systémique. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous m'avez interrogé au début avec Julien, vous parliez de transition énergétique, ce qui est une bonne porte d'entrée. Mais de mon point de vue, il n'y a pas de transition énergétique s'il n'y a pas des nouveaux processus d'implication citoyenne. Par exemple, pour des montages citoyens sur les énergies renouvelables ou sur des comportements collectifs, etc. Ou si on ne pose pas la question des modèles économiques, etc., etc. Donc, effectivement,
mais ça sera repris dans la dernière dia qui donne un peu la méthode, le résumé, disait le président tout à l'heure, hein, sur les éléments de méthode. Effectivement, le systémique est clé. Donc, bon, voilà quelques exemples. La première église solaire de France, co-construite avec la communauté catholique, qui est archi fière de ça. Donc, la revue catholique du Nord-Pas-de-Calais s'appelle Regard. Je ne sais pas si ça existe ici. Si c'est bon, mais bon, voilà, il doit bien y avoir des catholiques ici quand même, je pense, mais bon, ce serait des protestants, ce serait pareil. Hein, bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a fait avec eux. Résultat, l'évêque, alors j'ai invité le pape à l'inauguration, le pape n'est pas venu. Bon, on était déçus, mais on a quand même eu une magnifique lettre de l'évêque qui dit « L'Église prend sa part de la transformation du monde, je suis très fier que, etc. » Ce qui est génial, c'est que tous mes collègues maires, quand ils viennent à l'eau, c'est pour me parler de l'Église, ils me disent, bon, alors, c'est quoi les capteurs, hein? C'est du silicium amorphe, etc. Bon, puis combien ça t'a coûté? Puis au moment de partir, une fois, l'un de mes collègues nous rencontre qui dit, ben, Jean-François, comment ça s'est passé avec le curé? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est typiquement dans des sujets de résistance au changement. On n'est pas dans des sujets technologiques. Comment vont réagir la communauté? Comment elle va réagir? Mais comme on l'a fait avec eux, ils sont fiers. Et le curé était dithyrambique avec la lettre de l'évêque. C'était merveilleux. Donc, j'ai publié la lettre de l'évêque dans le journal local et tout. Il n'y a pas de raison de pas se faire du bien. Hein. Bon. Et du coup, les gens sont super ravis. Et l'Église, elle passe dans la revue. Ça fait déjà au moins 3 fois qu'elle est passée dans la revue du Nord-Pas-de-Calais. Donc, d'ailleurs, dans la foulée de ça, il y a le plan citoyen, j'en dirai 2 mots après, mais qui a déclenché, alors je vais le dire tout de suite, comme ça, ce sera fait. En fait, dans le montage du solaire, progressivement, à force de co-construire, on a vu arriver des habitants de plus en plus intéressés et on a mis en place une centrale citoyenne sur le solaire. Alors, c'est une forme un peu particulière. On a mis en concession nos toitures publiques. On a un montage où on a une petite partie de la ville au capital, une partie des habitants qui mettent leur épargne, et puis l'investisseur qui monte le solaire, qui met lui-même du capital, c'est un développeur de solaire. Tenez-vous bien, on a plus de 120 familles qui ont répondu, on a trop d'argent. Donc, on cherche des toitures. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Plutôt que de mettre mon argent à la caisse d'épargne, je ne sais pas à quoi ça va servir, où ça va partir, si vous me garantissez le même rendement que la caisse d'épargne, je le fais pour ma ville, je suis fier de prendre mon effort de la transformation du monde, voilà, ça cartonne. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a fait émerger des nouveaux citoyens actifs, et notamment le président, du coup, maintenant, de la centrale, c'est quelqu'un, les médias vont l'interviewer et puis il dit la ville aurait pu faire sans nous, hein. Mais ça change tout de le faire avec les citoyens. Puis hop, il part dans un discours d'implication habitante. Et moi, j'ai plus rien à dire. Hein. Moi, je me tiens à 5 mètres, je regarde le journaliste, il prend des notes, je dis ça roule, quoi. C'est beau, un habitant qui explique comment il s'implique et que ça marche. Bon. Donc, effectivement, la dimension culturelle est très, très forte. Alors, je n'ai pas le temps de raconter, si tout à l'heure vous avez envie qu'on a un peu de temps, je vous raconterai l'histoire de l'écharpe et des carrés de laine qu'on a tricotés à 500 personnes, etc. Parce que c'est une magnifique histoire. Mais effectivement, il y a énormément d'événements collectifs. Le fait que tout soit fait en co-construction et avec une place aux acteurs du territoire fait que là, par exemple, on avait fait cette écharpe. En fait, je vous le dis rapidement quand même, hein, c'est qu'ils avaient fait des carrés de laine de 10 cm sur 10 cm, les vieilles dames du foyer logement, parce que ça les occupe, elles tricotent ensemble, et puis elles les donnaient aux enfants du collège qui allaient les vendre en tapant aux portes en disant 1 € pour les restos du cœur. Bon, c'était beau, sauf que comme les mémés, elles tricotent, elles n'arrêtent plus de tricoter. Il arrive un moment, les gamins du collège, ils tapent aux portes et la femme, elle dit, ça fait 4 carrés que j'ai, c'est bon, quoi. Bon. Mais ils se sont dit, on en a tellement fait que c'est dommage de le perdre. Donc, ils ont eu l'idée de faire une couverture pour recouvrir le terri pour soutenir la candidature UNESCO. Donc là, il n'y avait plus assez de monde. Donc, ils m'ont demandé le foyer, la salle des fêtes, et tout le monde s'est mis à tricoter, moi le premier. Alors, je ne sais pas si c'est du tricot, c'est un truc qui fait ça. Bon, je crois que c'est tricot ou crochet, je ne sais plus quel est le terme exact. Et du coup, comme je leur dis, prenez des initiatives, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont appelé chez Fil d'Art et au relais, donc Fil d'Art qui fait de la laine à Roubaix, comme vous le savez peut-être, et Fil d'Art leur a envoyé un camion de laine déclassée ou le relais, je ne sais plus bien. Alors là, il y avait un camion à tricoter. Donc là, on a rameuté tout le monde. Et du coup, tout l'hiver, ça a tricoté, ça a tricoté. En fait, la moitié du temps, ils mangent de la tarte. Hein.
et ils boivent un coup. Mais l'autre moitié du temps, ils tricotent. C'est d'un bénéfice incroyable pour la communauté. Vous mesurez bien ça. La qualité relationnelle, etc., etc. Et puis, je savais bien qu'un jour, vous allez venir me voir en disant qu'est-ce qu'on fait de la couverture. Donc, ils viennent me voir en délégation. Là, je leur dis ça ne va pas être possible, quoi. Une couverture, c'est juste monstrueux le poids que ça fait. Enfin, la laine, c'est monstrueux le poids que ça fait. Un pull sur nous, c'est rien du tout. Mais ça de laine, donc je dis c'est pas possible. Il va nous falloir une grue. Puis en plus, il y a une autoroute qui passe au pied. Imaginons qu'il y ait un ouragan ou je ne sais pas quoi, que la couverture elle se mette sur la rocade minière. Où on va? Donc j'ai dû négocier avec eux et on a fait une écharpe que vous voyez là. Une écharpe qui fait à peu près 2 mètres de large et qui fait 400-500 mètres de long et qui va tout en haut du terri. Donc moi, je suis en haut du terri. Là, on ne me voit pas, mais j'y suis. Et je suis avec France 3. Parce qu'évidemment, les médias, ils adorent ça. Donc du coup, Los Angeles, c'est cool, etc. Enfin, c'est bon, quoi. Bon, pour le coup, on n'est pas dans les clichés de l'image du Nord. Et le journaliste de France 3, à un moment donné, il prend le micro comme ça, puis il me fait « Bon, alors, monsieur Caron, mais alors, dans cette histoire, à quoi ça sert cette histoire-là d'écharpe ?» Puis il me tend le micro comme ça. Et moi, j'ai tout pensé à tout, sauf une réponse à ça. Je lui dis « Mais à rien du tout. » Et c'est ça qui est génial. C'est que ça sert à rien du tout. C'est pour le plaisir de faire œuvre ensemble et de partager. Ce que je dis au travers de ça, c'est la puissance de la mobilisation collective, c'est extraordinaire. Et quand vous aviez les jeunes pompiers qui faisaient des pompes, parce tous les pompiers étaient là, et les mémés qui s'approchaient, oh, ils sont beaux, nos petits pompiers, sapeurs-pompiers volontaires, etc. Enfin, ça crée plein de trucs géniaux. D'ailleurs, on voit sur la photo, il y a des enfants, des adultes et des vieux. Alors, du coup, sur l'alimentation, là aussi, il y a une généralisation de résultats. On a à peu près 60 emplois en insertion sur des récupérations de fonds de jardin, parce qu'on a beaucoup de veuves de mineurs qui ne peuvent plus entretenir leur fonds de jardin. On récupère tous les fruitiers, tous les mineurs avaient des fruitiers, et aujourd'hui c'est perdu, plus personne n'exploite. On récupère, alors par exemple, on traque les pelouses autour de zones. Alors par exemple, il y a l'APSA, qui a une structure, bon, voilà, c'est pas l'APSA qui compte, mais autour, il y avait plein de pelouses qui, toutes les semaines, on tombe, quoi. Bon, maintenant, c'est transformé en maraîchage. En fait, on récupère des espaces perdus par une gestion d'une structure qui garantit une bonne tenue, et les gens sont ravis. D'abord, c'est entretenu, ils ont le sentiment que ça sert à quelque chose, et donc, on a tout un retour d'alimentation locale dans cette proximité-là. Et puis, je n'ai pas le temps de vous le décrire, mais avec le monde agricole, ça a été tendu pendant tout un moment, parce que je pouvais leur proposer quoi que ce soit. En gros, leur réponse était « t'es gentil, nous, on a le chèque de la PAC qui tombe. » Enfin, voilà, en gros, quoi qu'on fait. Alors moi, je leur disais « ben oui, mais vous êtes plus agriculteurs, vous êtes des conducteurs d'engins. Vous passez 14 fois par… vous mettez le produit qu'on vous dit de mettre. Bon. Alors, une partie de ma famille vient du milieu rural, mais en même temps, comme je suis écolo, c'était un peu la lutte des classes, la nouvelle lutte des classes, quoi. Les agriculteurs n'ont pas pactisé avec un écolo et réciproquement. Bon, du coup, ça a été un peu la guerre froide pendant une dizaine d'années. Et puis un jour, alors que moi, je leur avais dit, je vais mettre en réseau toutes les communes de l'agglo. On a quand même 250 000 habitants dans notre agglo, hein, c'est du monde, sur une densité forte. Si on met toutes nos cantines ensemble, nos foyers, logements et tout, on vous fait émerger des marchés. Parce qu'ils me disaient, tu es bien gentil, mais tu nous demandes de basculer. Et j'entends ça. Hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est très amis. Hein. Mais tu nous demandes de basculer, mais qu'est-ce qui nous garantit que tu apportes autant de revenus que le chèque de la PAC, qui est une garantie pour nous? Alors vous n'avez pas les mêmes modèles agricoles, mais il y a aussi, les agriculteurs ont leur propre modèle économique. Et donc, c'est là où je comprenais de mieux en mieux que si on ne pensait pas l'ensemble de l'écosystème entre comment les consommateurs évoluent, comment les agriculteurs ou les éleveurs évoluent et comment la filière évolue, si on n'arrive pas à faire ça, ça ne prend pas. Les agriculteurs disent, moi, je ne suis pas spécialement heureux de passer sur mes grosses machines, hein. Mais comment je fais pour basculer de modèle, quoi? Mets-toi un peu à notre place. En plus, c'est tous les gars qui je suis allé à l'école, hein, c'est des amis. Et donc, là où en temps normal, j'aurais peut-être pu être en agressivité ou etc., en fait, on l'a pris dans l'autre sens. Et puis, je leur ai dit, écoutez, ceux qui basculent, on va les aider, etc. Puis un jour, l'un de ceux qui était avec moi à l'école, il vient voir, il dit, Jean-François, j'ai plus que 20 hectares. Si tu me mets une prime, il y avait un système avec l'agglo, je ne vais pas rentrer dans le détail, et que tu recrutes ma femme dans les services de la ville pour nettoyer les écoles, je te laisse déterminer à qui j'oriente les baux agricoles
pour les suivants, puisque tu veux faire du bio et de la proximité. Donc, on a eu 14 hectares. J'ai dit, OK, on n'a pas d'omelette sans casser des œufs, il faut le faire. Ouais, je trouvais aberrant, alors qu'on est dans une commune qui a 800 hectares, qui est de très bonnes terres et d'un très bon climat, il pleut en moyenne tous les 3 jours. Donc, pour la patate, c'est les meilleurs climats du monde. D'ailleurs, pour ça qu'on mange beaucoup de frites et que McCain s'est installé chez nous. Donc, OK. Donc, du coup, j'ai perdu ce que je disais, pardon, j'ai fait un petit dérapage. Du coup, OK, j'ai dit, on y va. Et on a mis en place un petit groupe en disant, vous pourrez mettre 1 hectare en bio, à condition que vous-même, vous preniez l'engagement. Enfin, on vous donne un bail d'1 hectare à condition qu'il soit en bio, qu'il soit plutôt en local et que vous mettiez vous-même 1 hectare. Alors, sachant qu'en posture collective, il me tirait tout sa vue, hein, en disant, enfin, c'est incroyable, la mairie se mêle du foncier, c'est notre affaire, etc. Bon, posture collective. Sauf que j'ai eu 9 courriers sur les 16 exploitations de gens qui disaient, bon, bah, OK, quoi. Mais en perso. Il ne fallait pas que je donne les noms. Bon. Donc, on a mis en place une petite commission et un groupement bio s'est mis en place. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui a pris la présidence de ça est devenu président de la Fédération régionale des CUMA Hauts-de-France. C'est un YouTuber que je vous invite pour le monde agricole à aller regarder, il s'appelle Thierry Baillet. Il en est à 880 vidéos sur la mutation de l'agriculture. Alors, et lui, il dit, attention, moi, je ne repars pas à la binette, hein. Il montre qu'il utilise un drone, enfin bref, il veut montrer qu'il n'est pas rétrograde, enfin, c'est sa vision des choses. N'empêche que son fils vient de s'installer intégralement en bio, ils ont développé plein de circuits courts et ça cartonne, au point que les agriculteurs qui n'ont pas fait ça, maintenant ils m'en veulent en disant, mais pourquoi moi, je n'ai pas eu le droit de le faire? Je dis, mais les gars, rien ne vous empêche de mettre vos hectares en bio, vu qu'il y en a qui ont 200 hectares, hein, parce qu'il y a quand même certaines puissances. Hein. Bref, aujourd'hui, on est super amis, on fait plein de choses ensemble. Moi, je leur envoie les télés, ils ont changé d'image complètement. Leur modèle économique, c'est ce que disait Thierry Baillet, il est interviewé dans le Nouvel Obs, ce qui n'est pas vraiment, a priori, sa tasse de thé du point de vue culture politique. Et le Nouvel Obs titre, Thierry Baillet, 2 points, avec 1 hectare d'oignons en bio, j'ai donné 600 heures de travail et j'ai gagné plus d'argent qu'avec mon blé Pâques. Donc, du coup, il y a une bascule de ses collègues. Il y en a qui sont restés dans le conventionnel. Il y a de la place pour tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qui était l'endroit le plus difficile à bouger par le modèle économique, à bouger par une reconnaissance de la ville, et qu'aujourd'hui, donc, je vous dis, je leur envoie les télés, lui-même, il est devenu un leader dans sa profession. D'ailleurs, il y a 10 jours, j'ai fait avec lui le démarrage de son Tour de France en tracteur, d'un truc qui s'appelle Go Farming, avec des étudiants du modèle agricole. Et ils entament un Tour de France pour dire il y a des agricultures différentes, tout le monde a le droit et la possibilité de vivre. Et du coup, on est complètement dans le constructif. Bien sûr, moi, j'aimerais qu'ils aillent encore plus loin, mais on est en conduite de changement et c'est extrêmement intéressant. Oui, c'est sûr. Bon, Écho, quand on fait signe qu'il faut que j'accélère, ça c'est quand je commence à raconter des anecdotes. Donc, je ne vous raconte pas, alors quand même, le petit bâtiment que vous voyez en bas à gauche, tous les habitats très sociaux, tous les matériaux viennent du Nord-Pas-de-Calais, et c'est là-dedans que les gens ne payent plus de chauffage, et puis la fête, la nature, etc. Donc, je ne vais pas donner d'autres résultats. Par contre, je vais juste dire un mot sur les habitants acteurs pour arriver à la conclusion. Est-ce que ça ira, Julien, en gestion du temps? Ça va? Donc, du coup, effectivement, vous avez compris que l'implication habitante est centrale. Quand je dis habitante, c'est aussi les agriculteurs, c'est les acteurs économiques. Et d'ailleurs, c'est une des théories de la fabrique des transitions. Ça ne marche que si on est en écosystème d'acteurs. Et donc, effectivement, tout est en sujet de co-construction. On fait une route, OK, on réunit les acteurs de la commune, on dit voilà, la route, on ne la fera pas plus large que ça, parce que, pas plus étroite que ça, pardon, parce que les convois exceptionnels ont 27 mètres. Mais est-ce qu'on met les parkings? Est-ce qu'on met des arbres? Est-ce qu'on met une voie cyclable? Ça, on l'élabore ensemble. Je ne vous dis pas comment ça a bousculé le conseil départemental, qui m'en a énormément voulu. Parce que le conseil départemental, il est arrivé avec le bureau d'études qui dit ce qui est bon, monsieur le maire, oui, non, OK, on l'enclenche. Et on va faire une réunion d'information à la population, bien sûr. Et la population, elle râle. Je ne vais pas penser à ça, ben non.
Le projet est ficelé. Donc, tout est en co-construction. Et également, on a développé l'approche 50-50, c'est-à-dire droit à l'initiative des habitants. Les habitants dans leur quartier veulent un fleurissement, par exemple, en plus de ce qui est déjà fait, pourquoi pas. On se réunit, on élabore ensemble, on comprend qu'il y a des problèmes de normes, qu'il y a des problèmes de finances, etc. Et à la fin, on signe une charte. Exemple, la ville ramène les jardinières une fois pour toutes, et au mois de mars, elle vient mettre les fleurs. Mais toute l'année, c'est les habitants qui vont désherber, arroser. Alors, bien sûr, je ne fais pas tondre le terrain de foot aux habitants. Ça, il y a les impôts, il y a la vie normale de la ville. Mais si on veut aller plus loin, il y a un droit à l'initiative des habitants. Aujourd'hui, on a 50 50-50 qui ont fonctionné. J'en ai plein d'exemples merveilleux que je n'ai pas le temps de vous développer. Mais en tout cas, tout ceci fait que progressivement, on a généré une dynamique de ce qu'on appelle les bâtisseurs de l'os. C'est-à-dire qu'on a créé un statut de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font vivre la commune. Alors, il y a toute la vie associative, bien sûr, qui fait des choses, mais il y a des habitants qui vont venir sur une opération, sur deux, et tous ces gens-là, c'est un peu comme si ils devenaient ambassadeurs de l'os, bâtisseurs de l'os. Et du coup, ça nous fait un vivier. Alors, par exemple, là, avec la crise du Covid, on avait un super bénévolat, plein d'initiatives. En gros, les gens s'investissent sur leur vie. Alors, je vais terminer. Un mot sur le récit, j'en parlerai à la fin. Tout ça, c'est des 50-50, énergie, construction. C'est dommage parce que on a généralisé la fin de l'éclairage public. C'est-à-dire qu'on a des systèmes de captation qui font qu'il n'y a pas d'éclairage sauf quand quelqu'un passe. Adhésion maximum de la population. On a diminué les intensités même comme ça la nuit. Donc, on a, je ne sais plus, je crois qu'on doit être à peu près à 100 000 euros de baisse de charges électriques multiples pour la ville. Donc, en plus, pour les habitants, ils savent que tout ça, c'est de l'économie d'argent public. Hein, donc, ce n'est pas négligeable. Pour la pollution lumineuse, c'est intéressant, enfin, à beaucoup d'égards. Bon, on génère toute notre commande publique. Si on achète un truc comme ça, on va mettre dans la commande publique bois FSC ou bois PESC pour garantir l'origine et le process. Et c'est vrai de tout. Donc, on généralise tous les appels d'offres en économie circulaire. Donc, nos écoles sont basculées en chauffage bois, géothermie. Bon, j'ai pas le temps de développer tout ça. Bon, là-dessus, j'ai dit plein de choses. Je ne vous raconterai pas l'histoire des confitures. Je n'ai pas le temps. Ça fait longtemps qu'on est en zéro phyto depuis 15 ans. Oui, il y a des mauvaises herbes, parfois, à certains endroits. Mais je vous raconte quand même juste l'anecdote. Quand la loi Labbé sort sur la fin des pesticides dans la ville, ils viennent à l'os, puis ils disent, bah alors partout où on va, tout le monde, les habitants hurlent, quoi, en disant, mais enfin, on va être envahis, quoi, hein, par les mauvaises herbes. Ça va être sale, pour reprendre l'expression. Et donc, le gars, il me dit, bah, on va aller faire un petit micro-trottoir. On traverse la place et il y a un habitant qui passe. Et il fonce sur lui et puis il lui dit, bah, vous voyez, là, il y a une mauvaise herbe là, au milieu de la place. Votre maire, il ne veut plus utiliser de produits chimiques. Vous en pensez quoi, vous? Alors, le type, je ne vais pas y aller, sinon j'ai plus le micro. Mais en gros, il fait ça. Il arrache la plante et puis il dit à France 3 National. Il dit, voyez, monsieur, moi, je préfère enlever la mauvaise herbe et que mon petit-fils n'ait jamais de leucémie. Et là, je dis, dans mes bras. Celui-là, je vais lui payer un coup. Enfin, c'est merveilleux comme image. Bon, donc, ça participe de la conduite de changement. Ce n'est pas en une année qu'on est là-dessus. C'est un processus de se dire que peut-être qu'on n'est pas obligé de tuer tout ce qui bouge, quoi. Et d'ailleurs, on a une chute incroyable. On suit les hirondelles, les nids d'hirondelles depuis 20 ans à l'os. Et vous verriez, enfin, d'abord, on a eu pour la première fois disparition des hirondelles de fenêtres. Alors ça, moi, je le publie. Hein. Et il faut révéler aussi. Les gens disent, ah, on ne voit plus d'oiseaux. Ben non, avant, il y avait 25 nids d'hirondelles de cheminée, il en reste 6 ou 7. Il y avait une dizaine de nids d'hirondelles de fenêtres dans la commune, il n'y en a plus. Elles sont disparues. Et même chose avec les abeilles, c'est extrêmement puissant, les abeilles, pour la population. Et quand j'explique que finalement, avec la gestion différenciée des espaces verts qu'on fait, le zéro phyto, finalement, on a un retour, d'ailleurs, le pic vert est revenu dans la ville, etc. Les gens font une relation de cause à effet entre peut-être qu'il y a une évolution à certains endroits des pratiques, c'est moins propre. Encore, attention, hein, c'est pas la jungle. Hein. Bon. Mais en même temps, c'est un retour de la nature. Alors,
Le plan solaire, alors là on a un petit dessin, bon c'était le plan solaire mais je vous en ai parlé, donc on va gagner du temps. Système alimentaire démocratique, on va gagner du temps. Économie, emploi, on va gagner du temps, sauf qu'il y a un retour incroyable du commerce, on n'a pas assez de surface commerciale, parce que du coup la ville elle est devenue tendance, quoi. Elle est devenue, c'est l'art de vivre à Los Angeles. Et donc du coup on a de la demande, on a beaucoup plus de demandes de logements que dans les communes autour, et on a du commerce parce qu'il y a un effet d'attachement au territoire. Là où finalement on se fiche de tout et on va dans les grandes surfaces, il n'y a plus cette relation au territoire. À Los, elle est reconstituée. Et donc les gens disent, les gens qui viennent s'installer chez nous, c'est qu'ils nous aiment, ben nous on leur rend quoi. Et on va plutôt aller chez eux, alors pas pour tout bien sûr, mais ce qui est possible de faire en local. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, j'ai été trop long dans la première partie. Notre grand site minier est devenu une turbine, avec des structures de recherche, pôle de compétitivité, des structures de formation. Quand Rifkin est venu, grand prospectiviste américain, il dit, alors pour la petite anecdote, la BBC veut faire un sujet sur la troisième révolution industrielle avec Rifkin, qui est connu dans le monde entier. Il dit, OK, mais il faut que je vous emmène en France. Et donc, je vous emmène à Los Angeles parce que moi, j'en parle depuis 30 ans et eux, ils l'ont fait. Et alors, les gens de Los voient la BBC se promener à Los. Mais vous ne pouvez pas imaginer la fierté des habitants qui étaient les derniers de la classe. Et la BBC vient et pose des questions en anglais. Bon, je ne sais pas leur répondre parce que je n'ai pas le niveau, mais je comprends à peu près. Mais bon. Alors, le code source, pour terminer, peut-être je vais enchaîner tout de suite et finir sur le code source. C'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Je vois des gens qui prennent des photos, il y en a une à prendre, c'est celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si je reprends en bas, on part de notre socle de valeurs. On ne peut pas construire de la transition dans un reniement de ce qui nous a constitué. Qu'on vienne d'un modèle agricole, qu'on vienne du modèle de la mine, qu'on vienne de n'importe quoi, on ne peut pas se reconstruire si on se renie. Et donc, le travail sur les valeurs, la capacité d'en tirer ce qu'il y a d'intéressant, de fort, nous amène à commencer à penser en trajectoire. D'ailleurs, souvent je dis, à Los, on n'a pas tout réglé, loin s'en faut, il reste plein de problèmes. Hein. Mais on a repris prise, on est en trajectoire, on est en chemin. Et c'est l'importance de l'approche du récit. Et Julien, qui est ici avec moi, est devenu un expert national des questions de récit. Voilà, c'est comme ça. Au nom de la fabrique des transitions, donc il travaille, il est allé au Québec, il est allé dans un certain nombre d'endroits. Non pas le récit au sens d'un récit communicant de com. Le récit, ce qu'il appelle le méta-récit, c'est la façon dont le récit de chacun raconte son histoire de la transition, de où il est, de où il parle, les difficultés qu'il rencontre. Et c'est ces ruisseaux-là qui, à un moment donné, font le récit d'une société qui se transforme et qui permet à chacun de s'exprimer, d'être reconnu dans ses difficultés, mais aussi dans ses avancées. Et du coup, on a plein de façons de mettre en scène le récit. Je parlais des sans-lumière, mais il y en a 1000 formes. Si vous voulez, on pourra y revenir. Deuxièmement, pour qu'il y ait un pas de côté par rapport au modèle d'avant, eh bien, ça va passer par des individus. C'est jamais les organisations qui changent, c'est les individus à l'intérieur des organisations qui changent. Donc, ça veut dire que les nouveaux leaderships coopératifs, parce que ce n'est pas des leaderships surplombants, qui sont capables de travailler en collectif, sont centraux. C'est ce que j'ai dit aux élus. Où sont les leaderships dans votre territoire? Où sont les pionniers? Si on regarde les pionniers comme des déviants, on ne va rien faire. Si on les regarde comme des précurseurs, ça change complètement la donne. Et l'un des enjeux de votre territoire, pour le coup, c'est que tous ces pionniers aient envie de monter dans le bateau de la transition du territoire et y trouvent un espace pour se développer. Et ça, c'est une question stratégique. Les 4 piliers, c'est l'implication des habitants, parce que les projets sont plus intelligents, parce qu'on écoute l'expertise d'usage de l'habitant, parce que les projets auxquels on a contribué, on a envie qu'ils réussissent, et donc ils sont beaucoup plus puissants, et ils se développent mieux, mais aussi, surtout, parce que pendant le processus d'implication habitante, je me transforme, moi, individu. Je m'aperçois que je pense ça, mais mon voisin ne pense pas la même chose. Je commence à comprendre que ce n'est pas si facile le boulot d'élu avec les gens qui aujourd'hui sont dans une posture de consommation de l'action publique. Je paye mes impôts, donc j'y ai droit. Comme si j'allais acheter à Carrefour ou à Super U. Je paye mes impôts, donc j'ai droit. Je veux. Ben non. Alors, ça veut dire que laissez-moi être de plus en plus libre, hein, c'est ce que chacun demande. Hein. Mais vous, soyez responsable pour moi, c'est un problème. Hein.
S'il y a un problème, il faut que j'attaque quelqu'un, hein, donc ça va être le maire, et on passe son temps à ça. Donc, l'implication habitante transforme ça et constitue ce qu'on appelle la capacitation habitante et transforme la posture habitante. Tout le monde bouge, en fait, dans cette affaire. Deuxièmement, penser action systémique, ce qui veut dire qu'il va falloir articuler économie sociale environnementale, que ça va changer profondément le travail, par exemple, des équipes des communes et des intercommunalités. Il va falloir commencer à travailler collectivement et ce n'est pas toujours le cas. Chacun dans son domaine, ses portes fermées. Ça veut dire que, par exemple, pour vous, comment vos intercommunalités travaillent ensemble, comment s'organise le travail entre les communes et l'intercommunalité. C'est des choses qu'on a regardées, qu'on a vues dans le diagnostic où il y a des soucis. Alors, je ne cible pas tel interco machin, c'est pas, on s'en fiche, ce n'est pas ça le sujet. C'est que la transition va requérir des changements de posture. Et que ça, la question managériale, elle est très importante. Il peut y avoir sinon des souffrances au travail, des isolements, un sentiment d'être impuissance, de servir à rien. Alors, si on le remet en perspective, on contribue à quelque chose. Troisièmement, si la transition, on va vers un nouveau modèle, il va falloir innover. Il va falloir oser, il va falloir inventer. Or, pour innover, c'est une de mes expressions favorites, c'est une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc, comment créer les conditions d'une désobéissance? Eh bien, il faut de la confiance. Parce que si on innove, ça veut dire qu'on peut se planter. Donc, il faut accepter le droit à l'erreur. Et il faut savoir accepter un porteur de projet, une association, un élu, de sortir du moule et d'essayer. Et donc, il y a tout un travail là-dessus, dans la façon à la fois de créer du collectif dans ces portages-là, et aussi de porter l'innovation. Par exemple, sur les terris, on a commencé par une étude sur la faune, puis j'ai créé une école de parapente, puis on a fait du land art sur les terris, puis ils ont été inscrits au patrimoine mondial, et maintenant les présidents de la République montent en haut. Et un jour, dans une réunion publique, une vieille dame se lève et dit « Vous savez, monsieur le maire, à Los Angeles, nous, on peut tout faire. » Quand un habitant vous dit ça, vous vous dites que la construction du collectif a une puissance de feu extraordinaire. C'est la culture d'innovation. Et enfin, étoile et cailloux blancs. Je termine là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, la transition ne peut pas se faire par la morale et la contrainte. Du genre, c'est pas bien ce que tu fais, hein, c'est polluant. Bon, bref, on peut passer notre temps à dire c'est pas bien. À l'inverse, je pense que c'est par le désir qu'on engagera véritablement la conduite de changement. Souvent on dit on change par la peur et le désir. La peur, je le disais tout à l'heure aux journalistes, si un ours vous court après, vous n'allez jamais courir aussi vite. Donc ça nous fait changer. Mais ça nous fait fuir, ça ne construit rien. Alors que le désir, je dis aussi toujours ça, si vous êtes vraiment amoureux, eh bien vous allez faire le tour de la Terre. Si votre belle ou votre amour n'est pas là, vous allez faire le tour de la Terre. Ça veut dire que le désir crée de l'énergie. C'est pas psychanalytique, mais pas loin. Le désir crée de l'énergie. Or, on a besoin d'énergie pour la transition. Si on est dans de la gestion pépère, il ne se passe rien. Des petits ajustements. Et donc, cette énergie, il faut savoir générer le désir. Et donc, on a besoin d'étoiles qui brillent dans le ciel, qui nous font envie. Exemple, Los Angeles, première ville intégralement solaire de France. C'est une étoile qui brille. Mais si l'étoile elle est dans le ciel et qu'on ne sait pas y aller, alors on va créer de la colère, de la frustration, de la sidération. Donc, il faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Donc, d'abord, on a fait une centrale solaire au sol. Puis, on a fait les foyers logements, je vous ai raconté tout ça. Puis, l'église, etc. C'est les cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Et donc, comment, dans ce territoire, on arrive à générer des étoiles? C'est quoi vos étoiles? C'est quoi ce qui vous fait vibrer, kiffer? Vous employez les mots que vous voulez, j'arrête là, c'est comme j'ai parlé de psychanalyse. Je fais attention à éviter les dérapages. Et donc, du coup, étoiles et cailloux blancs, c'est une façon de mettre en joie collective la capacité d'entreprendre. Conclusion, tout ça donne des résultats analytiques, des hectares, des kilowatts renouvelables, etc. Mais surtout, ça va donner des compétences collectives. Le retour de la confiance en moi-même, confiance en mon voisin, confiance en mes élus. Parce qu'aujourd'hui, la défiance envers les élus fait que je suis élu là, mais c'est terrible. On est engagé à fond, on fait sûrement des conneries, hein, mais juste on passe notre temps pour l'intérêt général. Et l'immense majorité des cas, c'est sans indemnité, sans rien du tout, pour l'immense majorité des élus.
Et donc, le retour de la confiance entre les élus, la population et comment tout ça, ça s'articule, c'est fondamental. Donc, retour de la confiance, changement d'image du territoire. Par exemple, pour vous, vous avez une opportunité au niveau national, je vous l'ai déjà dit, hein, vous avez une opportunité pour être, comme vous êtes très caractéristique d'un territoire rural, terroir, avec vous avez des belles ressources, vous avez des acteurs, vous avez des élus qui ont envie. Vous avez des équipes de techniciens qui sont mobilisés, qui mouillent la chemise. Vous avez la possibilité d'être une forme de base avancée de transition. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est là avec la Fabrique des transitions, parce que nous, on sent ça. On sent, d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je suis bluffé du nombre de personnes qui sont là. Ça veut dire qu'il y a du désir. En gros, ce que je vous propose, c'est de passer à l'acte. Il faut revenir à mon histoire de psychanalyse. Bon. Et donc, du coup, voilà, toutes ces compétences collectives, c'est un résultat qui se fait en 20 ans, bien sûr. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je voulais vous remercier de votre écoute. Je pense que j'ai dérapé carrément dans le temps. Je n'ai même pas regardé ma montre, mais là, bon. Mais voilà, on peut ouvrir le débat s'il y a encore du temps quand même. Voilà, je vous remercie.